Bonjour et bienvenue sur CLTV dans notre émission Des entreprises et des hommes. Au programme de notre émission, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au sein de Contribution Libre, le développement durable. Un sujet complexe qui nous interroge tous, organisations, collectivités, citoyens, sur notre rapport au monde, notre capacité à interagir avec ce qui nous entoure et notre capacité à gérer ce bien commun qu'est notre petit village planétaire. Un sujet aussi fascinant que complexe, connu mais pas toujours bien compris, plus ou moins admis et plus ou moins consensuel. Pour en parler et tenter d'en décrypter les enjeux, nous avons rencontré Olivier Dubigeon, dirigeant fondateur de Sustainway, cabinet spécialisé en ingénierie stratégique du développement soutenable, en leadership responsable et en pilotage de politique RSE auprès des organisations, notamment les entreprises et les collectivités locales. Il est également l'auteur de divers ouvrages sur le développement durable. Olivier Dubigeon, bonjour et merci de nous faire l'honneur de participer à notre émission. Vous avez l'habitude de parler de développement soutenable, là où d'aucuns parlent habituellement de développement durable. Pourquoi? Qu'est-ce que le développement durable? Et pourquoi, selon vous, n'est-il peut-être pas si durable que cela? Voilà une excellente question. Effectivement, le développement durable est une expression qui date de 1981. Ça a été pour la première fois utilisé par l'Union internationale de conservation de la nature, UICN. Ça a été repris et médiatisé par le rapport dit Brundtland, qui était une commission dirigée par le Premier ministre norvégien en 1987, avec un rapport notre planète, notre futur commun. Et on connaît en France cette expression depuis une douzaine d'années. Elle a fait florès et elle a fait aussi des enchantements. En 2007, l'élection présidentielle en France, un enthousiasme sur l'écologie. Au passage, nous avons donc confondu développement durable et écologie, ou plutôt nous avons confondu développement durable et protection de l'environnement. Et 5 ans plus tard, élection suivante, en 2012, le sujet est désenchanté, ça n'intéresse plus personne. Pourquoi? Précisément parce que nous avons confondu environnement, développement durable et que nous avons eu une sorte de prêt-à-penser sur les actions et les pratiques qui nous paraissaient sympathiques mais qui n'étaient pas en lien avec nos impacts significatifs. Donc le développement qui en fait est une invention de la société moderne, et si on revient aux sources de la modernité, c'est-à-dire les Grecs il y a 3000 ans, eh bien cette invention de l'Occident, de cette modernité, est basée précisément sur une rupture entre l'homme, avec un grand H, et la nature. Les Occidentaux ne connaissent plus la nature. Ils s'approprient et ils utilisent la nature, mais ils ne la connaissent plus. Et donc la rupture qui existe et qui s'est développée notamment depuis 150 ans entre l'homme moderne et la nature, aujourd'hui génère une méconnaissance des mécanismes qui font que le vivant se renouvelle grâce à la nature. La nature est une magnifique machine, si je peux dire machine parce que ce n'est pas le bon mot, mais un magnifique processus, un magnifique système plutôt, qui reproduit le vivant. Si nous ne connaissons plus les mécanismes qui permettent au vivant de se renouveler, les mécanismes se disparaissent, se dissolvent, le vivant se casse et c'est ce que nous constatons partout. Donc le développement qui est un développement d'accumulation des produits et donc des matières premières, pour nous protéger de l'environnement dont nous nous sommes coupés, est une caractéristique de la modernité. Donc de ce point de vue, à partir du moment où nous sommes de plus en plus nombreux, 7 milliards, un peu plus, bientôt 9 milliards, et que dans le mode de développement par accumulation et d'industrialisation, il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde, il n'y aura pas assez d'eau, il n'y aura pas assez d'alimentation pour tout le monde, non, le développement n'est pas durable. Et quelles sont selon vous les conséquences de ce développement non durable et non soutenable dont vous venez de nous parler et qui, je le rappelle, est en train de se généraliser à l'échelle planétaire aujourd'hui? Plus nous accélérons l'accumulation qui se répand, plus nous accélérons l'arrivée d'une double rupture, une rupture écologique, puisque les mécanismes qui reproduisent le vivant sont en train de se casser,
Et ça se traduit par la perte de biodiversité, ça se traduit par la rupture de l'écosystème climatique, ça se traduit par une perte des ressources aquatiques, etc. Et une rupture également sociétale, puisque pour la première fois, plus exactement, nous n'avons jamais généré autant de ressources monétaires, et ces ressources monétaires n'ont jamais été aussi mal réparties. Si je vous comprends bien, et pour résumer, avec les deux ruptures que vous évoquez, nous allons tous collectivement dans le mur. Plus généralement, est-ce à dire que nos modes de pensée et d'agir sont révolus? Et si oui, comment devrait-il évoluer selon vous? Tout ce mode de développement qui est basé sur l'accumulation des ressources et des biens pour pouvoir à la fois compenser la rupture avec la nature et compenser la perte de sens qui provient de la rupture avec la nature. Et donc, moins il y a de sens, plus les publicités vantent du désir et du rêve pour compenser la perte de sens. Et donc, c'est une course sans fin où plus nous avons faim, plus il faut nous nourrir pour pouvoir nous rassasier dans une course, oui, qui est sans fin. Le modèle mental que nous avons est un modèle mental qui est un modèle de protection, de sécurisation de nos besoins au détriment des mécanismes qui renouvellent le vivant. Et quand vous regardez les peuples sources ou les peuples premiers qui ont des traditions de sagesse bien avant la tradition occidentale et qui encore vivent sur cette planète, ils ont une autre stratégie de développement. La stratégie de développement de ces peuples, c'est de développer les mécanismes de réciprocité entre l'homme et la nature. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est que ces mécanismes se développent, que la réciprocité entre l'homme et la nature se développe. Ce qui compte pour nous, c'est de développer la capacité d'accumuler des biens et des services pour compenser. Et donc, notre modèle mental, qui était bâti sur l'idée que la nature était à notre service, que nous pouvions utiliser autant que nous voulions exploiter, c'est le mot qu'on trouve dans des textes religieux, la nature, est un modèle mental qui est très ancré, puisque ça touche à notre historique religieux occidental. Et que donc c'est très difficile de se départir de ce modèle mental, finalement, donc d'utilisation d'une chose qui s'appelle la nature et qui devient une prédation. C'est un véritable modèle mental. L'autre modèle mental qu'on trouve dans des peuples premiers, qui ont aussi des difficultés, eux-mêmes, il y a du pire et du meilleur dans chacun des deux mondes, mais ils ont une force, c'est de pouvoir faire passer en priorité le renouvellement du vivant et donc des ressources. Donc les ressources ne peuvent pas être épuisées. J'ai moi-même une petite expérience dans le bush australien où la vie est tellement ardue, tellement difficile extérieurement que 2 jours plus tard, je me retrouvais sans rien à manger, sans boire, et je ne suis plus en vie. Ça fait quand même entre 50 et 60 000 ans qu'il y a un peuple qui vit sur cette terre très difficile, parce que précisément, ils entretiennent les mécanismes du vivant. Donc là, ce sont des modèles de pensée qui débouchent sur une hiérarchisation sur la question du développement. Nous disons que nous sommes des pays développés. Et nous disons donc que les autres sont des pays sous-développés, en développement, mais pas des pays développés. Et ce qui marque la différence, c'est 2 choses. C'est la technologie. Nous sommes capables de faire voler des avions. Ceux qui ne savent pas faire voler des avions sont donc sous-développés. Je simplifie. Et puis deuxième chose, c'est que nous avons confondu le développement avec un mono-indicateur qui est le PIB, le produit intérieur brut. Et le produit intérieur brut est un indicateur qui indique les échanges monétaires. Plus il y a d'échanges monétaires, plus le PIB monte. Donc par exemple, si je pollue la rivière ou si je fais écraser mon avion sur une ville, c'est formidable pour le PIB parce qu'il faut dépolluer, il faut remplacer l'avion, il faut mettre des gens à l'hôpital, renouveler des immeubles. Et tout ça, ça crée des échanges monétaires, donc ça fait augmenter le PIB, donc le pays est encore plus développé. La question va peut-être vous choquer, mais je suis là aussi pour être avocat du diable. Est-ce que vous croyez fondamentalement que c'est un mal que l'homme ait voulu se soustraire à la nature ?
Je ne veux pas opposer la modernité avec les traditions de sagesse, puisque la question qui se pose pour nous, et j'aimerais qu'on puisse parler de développement soutenable de cette manière, c'est que nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui globalisé. J'ai été beaucoup à l'international, sur les 5 continents, et c'est extraordinaire de voir combien on est un tout petit village. Et ce que je fais dans une partie du village, évidemment, impacte tous les autres habitants du même village, donc de la planète. Et que donc du coup, la question est de regarder comment dans ce monde désormais globalisé, les enjeux sont globaux, ils ne s'arrêtent plus aux frontières donc depuis 1986, et donc comment on peut réintégrer dans ce monde globalisé de la réciprocité entre l'homme et la nature. Merci Olivier Dubigeon. Je vous propose que nous nous retrouvions dans une seconde émission pour parler plus spécifiquement des ruptures en cours dans notre monde aujourd'hui.